Bonsoir à toutes et à tous, et chers amis, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas prendre le train ce soir et que je vais vous emmener d'arbre en arbre. Ça sera un autre voyage. Donc on va essayer de faire le tour du monde des arbres extraordinaires. Alors, hop, voilà. Alors les arbres ont toujours ont toujours fasciné les hommes à travers le monde. Ils ont toujours eu souvent une forme de spiritualité. Ils ont été sacrés, ils ont été adorés. Il y a les fameux arbres de la liberté. Donc vous avez un individu biologique qui est particulièrement admiré à travers le monde et qui va essayer de faire en sorte de survivre à plein d'obstacles, à plein de problèmes tout au long de sa vie. Donc ces arbres, quels qu'ils soient, ont toujours fasciné le monde. Et c'est un petit peu à travers tout cela que nous allons essayer de voyager. Alors, les questions qui se posent, ce sont d'abord, qu'est-ce qu'un arbre ? Parce que avant de le sanctifier ou de le mettre en monument, il faut savoir comment il fonctionne. Parce que si on veut qu'il perdure, il faut comprendre son fonctionnement. Deuxièmement, est-ce qu'il va vivre longtemps? Parce que là aussi, c'est un problème important. Si on veut lui donner une fonction X ou Y, pour cela, il faut qu'il vive un certain temps. Et on verra que ça peut être parfois très surprenant. Ensuite, vous allez voir qu'autour de ce voyage, nous allons avoir des arbres qui ont des formes extraordinaires, des morphologies, et on verra que pour une grande part, c'est étroitement lié au milieu dans lequel ils se développent, entre autres. Ils représentent aussi des symboles, comme je disais tout à l'heure, et puis les hommes ont tendance à vouloir que les objets qu'ils aiment perdurent à vie. Alors, est-ce qu'on peut les rendre immortels? Nous essaierons de comprendre comment. Alors, ça, ce sont des choses que vous connaissez déjà, donc je passerai assez vite. Il y a deux grandes catégories d'arbres. Il y a les feuillus et les conifères ou les résineux. Il y a une définition internationale qui est donnée pour définir un arbre. C'est les points que je vous ai mis là, sur la droite. C'est un arbre qui a un axe simple, qui a une forme à peu près conique au niveau de son tronc, c'est-à-dire qu'il est plus large à la base qu'au sommet. Il a deux parties, vous vous en doutez, une partie aérienne, une partie souterraine. Le système racinaire est très important. Il doit avoir une taille supérieure à 7 mètres. Je vous demande de retenir ce chiffre parce que nous verrons qu'il y a des points d'interrogation parfois sur la définition. C'est une plante qui dure un certain temps, donc on dit qu'il est pérenne. C'est un individu biologique qui fabrique du bois, et ça c'est important aussi. Et enfin, il a une anatomie très spécifique. Alors, il fonctionne comment? Vous connaissez tous la photosynthèse. C'est pas très compliqué. C'est un individu qui plonge ses racines dans le sol. Son système racinaire lui permet de capter de l'eau et des sels minéraux qui vont grimper à l'intérieur par pression osmotique vers les feuilles, avec des feuilles qui vont capter l'énergie solaire et capter le CO2. Grâce à cela, ça va créer une sève alimentaire qui va redescendre et alimenter tout le système à l'intérieur. Mais l'avantage, c'est que cet individu capte de l'oxygène, du CO2, pardon, et nous donne de l'oxygène. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit les forêts, c'est formidable, ça oxygène la planète. Oui, mais il faut savoir aussi que cet individu respire comme nous. Or, quand nous respirons, qu'est-ce que nous rejetons? Du CO2.
et nous absorbons de l'oxygène. Eh bien, l'arbre fait exactement la même chose, hein, ce qui fait que le véritable bilan, c'est photosynthèse moins respiration. Alors certes, le bilan est positif, mais il n'empêche que quand on dit... Alors, c'est là où je ne suis pas d'accord avec le terme « les forêts sont le poumon de la planète », puisque un poumon, ça absorbe de l'oxygène et ça rejette du CO2. Alors, si les forêts ne faisaient que ça, on serait mal, hein. Donc, nous avons là un individu qui nous donne de l'oxygène, mais il faut penser aussi que quand il va mourir, qu'il va se retrouver à la surface du sol et qu'il va se décomposer, il va de nouveau rejeter du CO2. Donc vous voyez que quand on fait le bilan total de ces actions, il faut moduler. C'est pour ça que bien souvent, dans des présentations documentaires, notamment à la télévision, on vous dit forêt égale oxygène. Certes, le bilan est positif, mais il faut quand même faire attention qu'au moment où l'individu meurt et se recompose, se décompose et se réintègre dans le sol, il y a de nouveau du CO2 qui est libéré. Vous voyez que par exemple, elle fixe 22 tonnes de CO2, c'est l'exemple d'une chênaie chez nous, et elle rejette 16 tonnes de O2. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que même un arbre évidé, complètement creux, peut vous paraître parfaitement sain. Car à l'extérieur, il aura ses feuilles. Pourquoi ? Vous êtes étonné parce que ce n'est pas le rail, mais monsieur le conférencier est hospitalisé. Comme je vous ai dit que les vaisseaux de sève montante et descendante sont situés exclusivement à la périphérie, juste sous l'écorce. Donc, tant qu'il peut absorber l'eau et les sels minéraux et que les feuilles peuvent capter le CO2 et l'énergie solaire, il fonctionne. Alors, pourquoi c'est important de comprendre cela ? C'est que vous avez, par exemple, dans des communes, des aménagements où vous avez des protestations de coupe d'arbres. Mais comment mon tilleul, il feuille régulièrement, il est sain, etc. et le maire veut le couper? Mais oui, parce qu'il est creux à l'intérieur. Et s'il est creux, il est dangereux. On a vu cela très bien en 1999 avec la grande tempête. Combien d'arbres se sont abattus dans les communes parce que justement ils étaient creux en leur sein et que le vent a été si puissant que tout s'est écroulé. Donc, soyons vigilants. Un arbre, c'est solide, mais à condition que tout soit rempli à l'intérieur. S'il est creux, il est dangereux. Et vous voyez que sur l'image de droite, combien l'arbre est creux. Il y a même une partie qui est complètement tombée et vous avez malgré tout des feuilles. Il faut se méfier aussi des faux arbres. On dit souvent une forêt de bambou, on dit souvent une palmeraie. Eh bien, ce ne sont pas des arbres. Ce sont des herbacées à port arborescent. Et quand on fait une coupe transversale à l'intérieur de ces végétaux, eh bien, si vous prenez la coupe transversale du palmier, vous voyez que vous n'avez pas du tout la morphologie de l'arbre. Et si vous prenez celle du bambou, vous avez un chaume comme le blé. Seulement, c'est gigantesque. Voilà. Donc là aussi, il faut faire attention. Alors, il y a une déformation du langage parce qu'on dit forêt, parce que c'est vrai que quand vous êtes dans une grande palmeraie, vous avez l'impression d'être dans un sous-bois. Quand vous êtes dans une bambouseraie, si vous arrivez à pénétrer, parce que c'est très très dense hein, souvent, hein, eh bien vous vous griffez d'une part, parce qu'il y a des petits aiguillons hein, le long de l'axe. Mais vous n'êtes pas dans une forêt, même si ça vous domine de 15 mètres de haut. Donc, il faut faire attention aux dénominations.
Alors après, c'est bien gentil de dire il y a des arbres remarquables, il y a des arbres extraordinaires, il y a des arbres fabuleux, tout ce que l'on veut comme vocabulaire, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Alors il y a eu un essai de définition. Alors là encore, selon que l'on se promène à l'ouest ou à l'est à partir de l'Europe, on n'a pas les mêmes définitions. Disons que la France a essayé de mettre au point une définition pour essayer de dire on va prendre en considération la forme, l'espèce si elle est rare, son usage, sa légende, son symbole. Tout ça va rentrer dans la définition de ce qu'on appelle en France les arbres remarquables. Mais quand on a le label arbre remarquable, on a des obligations. C'est-à-dire que l'on doit entretenir l'arbre, on doit évidemment le faire respecter, on doit l'étiqueter, on doit le sauvegarder et on doit le mettre en valeur. C'est la définition classique de l'arbre remarquable en France. Et pour obtenir le label, on a toute une démarche à faire avec tout un tas de critères qui vont permettre d'être classé ou pas classé. Alors, où sont-ils ces arbres remarquables? Bien, quand on se promène à travers la planète, on s'aperçoit qu'ils sont un petit peu partout, aussi bien dans le chaud, dans le froid, dans l'humide ou dans le sec. Seulement, vous verrez qu'ils n'ont pas la même morphologie, ils n'ont pas le même aspect, ils n'ont pas la même vie. On va regarder quels sont les caractères qui vont nous permettre de dire que c'est extraordinaire, ou fabuleux, ou remarquable. Alors, évidemment, d'abord, on va distinguer si c'est un feuillu ou un résineux. Mais l'un comme l'autre peuvent avoir le label. Ensuite, on va regarder l'âge. Le problème de l'âge, ça sera de déterminer l'âge. Pas toujours si facile. Ensuite, on va regarder ses critères physiques. Il est grand, il est petit, il est gros, il est rond, il est large, etc. Et on va mesurer tout cela. Et enfin, on va avoir des critères sociaux qui vont entrer en jeu. Quelle légende ont-ils? Sont-ils le symbole de quelque chose? Représentent-ils une mémoire, etc. C'est ce que nous allons voir. Et ces paramètres peuvent se combiner. Donc ici, pas de distinction. On peut labelliser un arbre feuillu comme un arbre résineux. Vous avez ici deux exemples. Le fameux olivier de Vouves qui se trouve en Crète. C'est vrai que quand on est à côté de lui, c'est assez impressionnant. On estime qu'il a à peu près 3000 ans. À peu près. Ou bien, si vous regardez ce cyprès chauve de Floride, 3500 ans environ. Hein. Alors, il faut savoir que les années sont un peu arrondies. Hein. Ça ne va pas être 3508 ou 3501. Hein. Bon. Par contre, de plus en plus, on a des mesures précises de hauteur, de diamètre, de hauteur de première branche, etc. Car quand on a cette étiquette, on a un grand nombre de travaux qui sont faits sur ces arbres. Quel âge ont-ils? Alors, comment on va faire pour déterminer l'âge de ces arbres? Parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. On va avoir recours aux archives, déjà. Savoir qui a planté, quand ça a été planté, où ça a été planté. Je ne vous parlerai même pas des origines, parce que ça, c'est encore un autre grand sujet. Ensuite, on va regarder si on a des documents photographiques, archivistiques. Bien. Des signes de vieillissement. Le vieillissement peut être un moyen de dire il a au moins vécu tant de temps. Au moins. On ne peut pas être beaucoup plus précis. Ensuite, on a des moyens scientifiques pour essayer de déterminer, quand c'est possible, parce que vous comprenez que quand un arbre est creux, on n'aura pas les cernes, on ne pourra pas faire de dendrochronologie. Et aujourd'hui, on a le carbone 14 qui peut nous aider également. Donc, tous ces éléments sont mis en marche
sont croisés, sont utilisés pour essayer de déterminer l'âge d'un arbre. Alors, je vais commencer par des archives, et y compris des peintures, qui peuvent nous aider. Vous avez ici un magnifique châtaignier. C'est dommage que Jean-Robert Pie ne soit pas là, le grand spécialiste du châtaignier. Un arbre dit châtaignier qui a été peint en 1777, qui est creux, mais qui a une histoire, puisque une reine, un jour d'orage, s'est réfugiée avec ses compagnons sous cet arbre, tellement il était creux. Aujourd'hui, il existe toujours. C'est celui que vous voyez en haut. Évidemment, l'artiste a mis le côté un peu extraordinaire de l'arbre, mais vous voyez, il est sauvegardé. Alors, la question qui se pose à l'heure actuelle d'un point de vue scientifique, puisqu'il est dans le parc de l'Etna, c'est que est-ce que c'est toujours lui ou sont-ce des rejets de ce même arbre? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des arbres qui arrivent tellement à rejeter qu'ils reconstituent presque un tronc unique et qu'on a l'impression que c'est l'origine. Donc, c'est une hypothèse, dans la mesure où il était très creux d'après le tableau de 1777, les scientifiques sont en train d'y travailler. Vous voyez que l'art peut aider à la science. Regardez ce schéma de Bagnan, extraordinaire. C'est un schéma qui a été fait en 1778, qui a été repris par un autre artiste. Mais on peut déjà, à partir de ce schéma, voir que cet arbre a eu des avatars, des branches qui ont été cassées, des troncs qui ont été courbés, et que tout ça, c'est de nouveau agrégé, soudé. Donc cela arrive très souvent. On a des arbres qui se cassent, une branche vient se greffer près de la blessure et prend le relais du tronc. Donc à partir de là, il est parfois difficile de savoir si c'est le même individu originel ou si c'est un avatar qui lui a permis de rebondir. Mais après tout, il est là. Et en plus, il a quand même une certaine esthétique. Vous avez ici un eucalyptus qui est assez extraordinaire quand vous voyez les hommes au pied. Vous avez une petite dimension, une petite idée de la dimension de la base. Ceci a été fait au XIXe siècle à partir de documents archivistiques et de photographies. Et l'auteur, Taylor, a reconstitué à partir de tout l'ensemble un dessin qui donne l'ampleur de cet arbre. Alors là, si vous voulez, on a une information qui est liée à des archives, à des documents artistiques, à des photographies. Voyons si on peut aller plus loin dans la connaissance de l'âge des arbres. Vous avez aussi des signes de vieillesse, si je puis dire, d'arbres, avec cette façon dont l'écorce se débite, même des plaquettes se détachent. C'est un arbre remarquable puisque vous avez un point bleu. Aujourd'hui, à travers le monde, théoriquement, un point bleu signifie que c'est un arbre remarquable. C'est comme ça qu'on les reconnaît à travers le monde. Et puis là, vous avez ce Bristol Crown qui est, je dis presque au bout de sa vie, mais malgré tout, il a encore des bouquets d'aiguilles qui résistent. C'est presque un survivant. Pardon. Alors, la dendrochronologie nous permet d'aller un peu plus loin. C'est une petite tarière que l'on enfonce perpendiculairement à 1,20 m du sol. Pourquoi 1,20 m? Parce que c'est la hauteur à laquelle on mesure le diamètre des arbres ou les circonférences. C'est une mesure forestière qui permet un peu de savoir comment l'arbre grossit, puisqu'on le mesure toujours à la même hauteur, ce qui fait qu'on permet de faire des calculs de croissance.
Et on a à peu près là bonne représentation de la vie de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'on fait un sondage jusqu'à cœur, avec ça s'appelle une tarière, ça enlève une carotte, et cette carotte, vous la voyez là, elle va être regardée à la loupe binoculaire ou au microscope, ça dépend ce qu'on en fait, et ici c'est la loupe binoculaire, et vous avez les cernes qui vont être marquées. Avec une différence, vous avez toujours remarqué quand vous regardez un arbre coupé, vous avez des cernes claires et des cernes foncées. Cerne claire, c'est souvent le cerne de printemps. Le cerne foncé, c'est le cerne de croissance d'été. Pourquoi cette différence? Parce que souvent, il y a moins d'eau en été, ce qui fait que la photosynthèse s'effectue moins rapidement que au printemps, il y a davantage d'eau. C'est comme un jardin, hein, quand vous arrosez beaucoup, ça pousse vite, quand vous arrosez moins, ça pousse moins. Et ben là, c'est pareil, et le cerne qui est foncé est légèrement plus dur que le cerne clair. C'est un moyen, alors vous allez me dire, mais on meurtrit l'arbre puisqu'on le perce. Alors aujourd'hui, on ne fait pas ça tout le temps, on fait attention, mais en même temps, après, on bouche le trou avec un produit biologique qui permet de faire une cicatrisation. Et éviter surtout les champignons et les micro-organismes. Alors, je dirais que c'est assez facile de mesurer la croissance d'un arbre quand c'est régulier. Mais regardez ce genévrier de Phénicie, qui est un arbre, regardez un peu sa croissance tordue. Pour arriver à déterminer son âge, ça a été très compliqué. Ce sont des scientifiques du laboratoire de biologie de l'ENS de Lyon qui ont travaillé sur ce genévrier de Phénicie. Et vous voyez comment, entre la coupe transversale que vous avez là et le comptage, la complexité qu'il y a à compter l'âge d'un arbre à croissance irrégulière. Néanmoins, on y arrive. Et puis, il y a le carbone 14. Alors, je ne vous ferai pas une démonstration du carbone 14, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux carbones. Il y a le carbone 14 et le carbone 12. Le carbone 12 est un carbone qui est un point de repère parce qu'il ne se dégrade pas, alors que le carbone 14, qui fonctionne très bien tant que la plante est en vie, va se dégrader lorsque la plante meurt. Et si on fait le rapport entre le carbone 14 et le carbone 12, on obtient l'âge de l'arbre. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est ce monsieur que vous voyez là, qui a d'ailleurs reçu un prix Nobel à ce sujet, qui a trouvé le moyen de calculer le rapport carbone 14, carbone 12 pour déterminer l'âge d'un arbre. Enfin, de matière organique en général. Et on ne peut pas dépasser 50 000 ans. On ne peut pas aller plus loin avec cette méthode. J'ai bien dit 50 000 ans, hein. Ce n'est pas une erreur de frappe. Alors, il faut faire aussi attention parce que, évidemment, tout le monde veut le label arbre remarquable. Donc, il y a des exagérations. Et par exemple, celui-là, cet arbre cèdre du Japon, qu'on trouve dans l'île à l'extrême sud ou presque du Japon, dans l'île de Yakushima, eh ben, certains ont dit il a 2170 ans, d'autres ont dit oh ben non, mais il en a 7200. Donc, vous voyez, chaque fois qu'il y a une demande d'arbres remarquables par rapport à l'âge, il y a de véritables contrôles parce qu'on peut éventuellement tricher. Voyons les critères physiques. Alors, vous avez là un schéma qui n'est peut-être pas très facile à lire de loin, mais j'ai entouré les extrêmes. Les premiers, vous avez d'ailleurs l'olivier de Crète. Le dernier, on va le voir tout à l'heure, ça va de 2000 à 80 000 ans. 80 000 vivants. Et donc, de part et d'autre, vous avez
tous ceux qui ont été repérés à la surface de la planète, qui, pour l'instant, qui correspondaient à la carte que je vous ai montrée dès le début. Alors, voyons cet arbre de 80 000 ans. Comment peut-on dire qu'il a cet âge-là? Alors, c'est un tremble qui se trouve dans l'Utah. Là, je vous ai mis l'état dans lequel il se trouve. Et il est composé, hein, c'est un peuplier tremble, il est composé de 47 000 axes. Tous ces axes sont reliés au même système racinaire. Et chaque régénération se fait par un rejet qui va se développer 120, 130 ans. Mais tous ces éléments sont génétiquement strictement identiques. C'est pour ça qu'on appelle cela un ensemble clonal. C'est comme si on avait fait des milliers de petits à partir d'un individu, cellules, tissus génétiquement strictement identiques. Et tous vivent sur le même système racinaire qui se développe au fur et à mesure des rejets. C'est quelque chose de fabuleux. Quand les scientifiques ont découvert cela, il y a des cinéastes qui se sont précipités pour aller faire du cinéma à l'intérieur de cet ensemble. C'est pas rien, 80 000 ans qui vous contemplent. D'autres arbres, je dirais plus raisonnables en âge, autour de quelques 10 000, hein, à peu près. Vous avez d'un côté, ici, un arbre de Tasmanie, un pin de Tasmanie, donc là des résineux. Tout à l'heure, c'était des feuillus. Puis vous avez cet épicéa ici, qui est en Suède, qui donne pourtant pas l'apparence d'un individu âgé. Mais il vit dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire des conditions de froidure, de gel, de neige, de vent. D'ailleurs, vous voyez bien combien il est décharné à la base. Il a perdu toute une série de ses branches. Hein. Eh bien, il a résisté. Et il a un nom amusant, puisque le scientifique qui l'a découvert a voulu donner une partie du nom de son chien, puisqu'il était avec son chien quand il l'a découvert. Il y a toujours des petites histoires, vous savez, derrière ces visions scientifiques. Comment? Il n'a pas de 7 mètres. Mais il est au-dessus. Attendez, pardon, excusez-moi. Oui, il a 4 mètres. Oui, vous avez raison. Non, je n'avais pas compris, je croyais que c'était les branches. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? 7 mètres. Vous avez là déjà une déviance par rapport à la définition. On en verra d'autres. Et pourquoi on le considère quand même comme un arbre? D'abord parce que vous avez quelque chose de très ras à la base. Hein, donc, il émerge quand même. C'est un point de repère. Et d'autre part, il fonctionne comme un arbre puisque c'est un ligneux, mais qui est rabougri. On appelle ça arbre nanifié. Bon, vous avez ici le fameux cyprès de Patagonie qui commence à se dégarnir. Vous voyez un peu comment l'écorce se desquame, hein, et qui, lui, a une belle taille, hein, 57 mètres de haut. C'est un géant presque. Et actuellement, par carottage, vous voyez, son âge a été évalué à 3625 ans, ce qui est pas mal quand même. Hein. Et donc, vous avez là cet arbre qui est d'ailleurs dans un parc qui est protégé. Vous avez là un arbre que vous connaissez bien, hein, le ginkgo biloba, parce qu'à l'automne, il a ses feuilles qui deviennent couleur or. Hein, et donc, il y en a beaucoup en Chine
parce que d'ailleurs c'est son pays d'origine, c'est son aire d'origine, et il a été découvert par un certain nombre de moines et de jésuites qui ont voyagé notamment au XVIe siècle à travers la Chine et qui ont rapporté un certain nombre de graines. Il est classé patrimoine mondial, mais pourquoi? Pourquoi patrimoine mondial? Parce que c'est un individu qui existait il y a 260 millions d'années. C'est un des rescapés de tous les événements géologiques. Et le ginkgo biloba est arrivé à peu près à la limite entre le primaire et le secondaire. Je vous ai mis la nouvelle nomenclature, parce que les scientifiques aiment bien changer les nomenclatures, mais je pense que vous avez appris R primaire, R secondaire, R tertiaire, R quaternaire. Bon. Et il est arrivé à peu près à la jonction entre l'ère primaire et l'ère secondaire. On a cru qu'avec tous les bouleversements, toute la vie de la planète, cette espèce avait disparu. Et on a retrouvé des niches de refuge en Chine. Et c'est un arbre qui est sacré. Il appartient beaucoup, il est souvent au pied de temples. Et il a exactement, d'après les fossiles qu'on a retrouvés et ce qu'on connaît aujourd'hui, il a les mêmes caractères, ce qui est exceptionnel. Donc c'est un arbre qui a vécu, y compris aux dernières glaciations, a survécu aux dernières glaciations. Il s'est trouvé des petits refuges en Chine et aujourd'hui, il y a eu des travaux qui ont été faits au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec des Américains qui ont trouvé ces refuges et qui après ont permis de reproduire cet individu. Et évidemment, compte tenu de son apparence, de sa beauté, de son feuillage, puisqu'on l'appelle l'arbre aux 40 écus, eh bien, on l'appelle aux 40 écus non seulement parce qu'il a des feuilles d'or, mais parce que quand on a voulu le transplanter en Europe, les graines s'achetaient à prix d'or. Bon, vous avez ici d'autres arbres, hein, un autre olivier de Crète, un arbre en Louisiane. Vous voyez que tous ces arbres, ils n'ont plus que 1000 ou 2000 ans. Hein. Ce n'est pas le plus extraordinaire. Et nous avons quand même, en France, des arbres remarquables qui ont été baptisés, si je puis dire, à cause de leur vieillage. Vous avez ici le fameux olivier connu de Roquebrune-Cans-Martin, 2400-2000, c'est à peu près l'âge qu'on lui attribue. Parce que, pourquoi c'est difficile? Parce que vous voyez comment faire un carottage dans un arbre qui est multicôle, c'est-à-dire multitige. Et puis vous avez cet if funéraire, puisqu'il a la place d'un cimetière, qui est extrêmement ventru, hein, extrêmement épaissi, parce qu'il a vécu isolé, donc il s'est hyper développé latéralement et pas trop en hauteur. Son tronc est creux et il y avait des cérémonies païennes qui avaient lieu dans ce tronc et où 30 personnes pouvaient se réfugier pour utiliser la force de l'arbre. Les géants. Ben, vous connaissez tous de réputation les fameux séquoias de l'Ouest américain, 115 mètres de haut. Je peux vous assurer que quand vous êtes au pied d'un individu de cette hauteur, vous avez du mal à voir le sommet. Vous avez beau essayer de vous pencher, c'est très compliqué de voir le sommet. Il est dans un parc, il est protégé. Il a été, vous voyez que parfois les découvertes sont assez récentes. 2006, c'est pas si loin que ça. Hein. Et désormais, les scientifiques le mesurent, l'analysent,
j'allais dire presque le pèsent, mais ils ont estimé le poids des branches, etc., pour montrer l'intérêt de cet individu. Bon, vous avez d'autres géants à travers le monde. Hein. Vous avez ici le fameux séquoia de Redwood Park. Vous avez également des eucalyptus, puisque vous savez que l'Australie et notamment la Tasmanie, le sud, c'est la patrie de l'eucalyptus. Hein. Et vous avez des arbres de cette envergure également. 100 mètres de haut, c'est déjà pas mal. Des volumes aussi très impressionnants. Vous avez ici des circonférences de 32 mètres. Ou bien vous avez des troncs là, qui ont été évalués à 1385 tonnes. Vous imaginez. Quand ces forêts ont été découvertes, les hommes ont pensé, on a du bois, on va pouvoir faire de la construction, on va pouvoir faire des maisons, on va pouvoir... C'est la fortune. Mais comment abattre un arbre de cette envergure? Il s'est passé la chose suivante, c'est que les techniques occidentales de bûcheronnage n'étaient pas du tout adaptées à ces arbres. Ce qui fait qu'ils ont été très surpris. Vous savez que quand on abat un arbre, on fait d'abord une encoche d'un côté, puis après on abat de l'autre côté, de manière à ce que l'encoche qu'on a faite permet à l'arbre de se plier doucement. Ils ont utilisé la même méthode, mais vu le poids, vu la hauteur, l'arbre s'est fracassé, il a chuté, il s'est fracassé, et ils ont trouvé que des morceaux de bois. Donc l'imagerie de faire des belles poutres, de faire des belles maisons, etc., à l'époque, eh bien, le rêve s'est un peu évanoui. Ultérieurement, ils ont pris d'autres méthodes. Vous avez ici un arbre au Mexique, c'est celui que je mets en tête, qui est aussi haut que large. C'est pas rien, 42 mètres dans tous les sens quasiment. Alors pourquoi? Là, c'est Humboldt qui a posé la question lorsqu'il l'a visité, lorsqu'il l'a vu. Il s'est posé la question, vous voyez combien il est rainuré verticalement. Il s'est posé la question de savoir si c'était le même individu qui avait été creusé par le temps ou si c'était une série de multitiges, qu'on appelle un arbre multicôle, qui s'était aggloméré pour donner cette forme. On n'a toujours pas la réponse. Il faut savoir reconnaître qu'on ne sait pas. Vous avez aussi des formes extraordinaires chez les baobabs. Alors, le baobab du jardin de Pamplemousse à l'île Maurice, lui aussi a une forme qui a probablement été façonnée par l'homme pour qu'il ait des zones si ramassées vers la base avec des branches hypertrophiées. L'autre arbre que les Africains appellent aussi, à votre droite, l'arbre bouteille, on comprend pourquoi, hein, avec cette morphologie très particulière, un tronc hypertrophié et des petites branches finalement par rapport à la taille du tronc. D'ailleurs, les Africains disent c'est un arbre à l'envers. Il a les racines en l'air et il plonge dans le sol, d'après les légendes. Et puis vous avez l'arbre ventru aussi qui est assez impressionnant, mais qui a été utilisé pour un certain nombre d'entre eux comme réservoir d'eau. C'est un arbre dont le bois se travaille assez bien à l'intérieur. Les hommes creusent, comme vous voyez cet homme à l'intérieur du baobab. On laisse sécher, parce qu'on l'a quand même fait suinter un petit peu le fait de l'avoir raboté à l'intérieur. Donc on laisse cicatriser de manière à ce que la paroi soit parfaitement sèche. Et ensuite, on va récolter la moindre eau de pluie qu'on va aller emmagasiner dans le tronc de l'arbre pour faire face à la sécheresse.
Et ces baobabs se trouvent dans le sud-ouest de Madagascar. Il y a certains même qui ont été utilisés lors d'épisodes délicats, difficiles, comme pour emprisonner des hommes à l'intérieur de ces baobabs. Alors, vous avez des arbres qui ont aussi des surfaces impressionnantes. Ce ne sont pas forcément hauts, mais qui s'étalent. Vous avez ici le zamana en Martinique, tout à fait au nord-ouest de Martinique, où vous avez cet arbre qui appartient maintenant à une propriété privée, dont vous avez une superficie de couronne de 5000 mètres carrés. Et sous cet arbre, on cultivait caféiers et cacaoyers. Donc vous avez là un arbre qui existe toujours et qui a été classé plus bel arbre de France en 2006 et ensuite en 2016 et 4e européen en 2017. Mais là, c'est par rapport à sa superficie occupée. Ce n'est pas par rapport à son âge. Vous avez ici un banyan qui, lui, est complètement béquillé, mais naturellement. C'est lui qui produit toutes ces branches qui ont tendance à se développer vers le bas, qui ensuite touchent le sol, et touchant le sol, s'enracinent. Et les branches continuent à se développer horizontalement, et de nouveau un rameau va piquer vers le sol, etc., etc. Et vous avez ici alors on appelle ça des racines aériennes, puisque de branches, elles deviennent racines. Et vous avez ici 2880 racines aériennes qui nourrissent cet arbre. Très souvent, ces arbres sont devenus des arbres sacrés. Il y a même à certains endroits des temples qui sont sous ces arbres et il y a des cultes qui s'y développent, notamment en Inde. Voici des exemples de béquilles naturelles. Vous voyez que c'est assez impressionnant. C'est un peu difficile de naviguer entre les béquilles, je ne vous le cacherai pas. Faire le tour du dit arbre qui, paraît-il, permet d'avoir une sérénité et pour certains d'apporter le bonheur, ce n'est pas si simple que ça. Vous pouvez l'imaginer. Vous avez ici des eucalyptus qui sont énormes à la base. J'ai dit pachydermiques parce que j'avais l'impression de voir des pattes d'éléphant gigantesques dans ce milieu forestier. Regardez par rapport à la taille de la personne qui est sur la photo du dessous. Et on les trouve soit en Tasmanie, soit dans le sud-ouest de l'Australie. Et vous avez vu tout à l'heure le dessin de Taylor. Ben, c'était parmi ceux-là que ce dessin a été fait antérieurement. Mais là encore, nous allons poser la définition des 7 mètres. Regardez, ce sont des arbres. C'est quand même étonnant. Ils fonctionnent, ils sont ligneux, ils créent des cernes, ils créent des branches, ils créent... Mais alors, au ras du sol, là, vous avez un arbre qui se trouve dans le désert de Moab. Le centre est évidé, les rameaux latéraux se sont développés, ont créé des micro-racines qui l'ont fixé au sol, et pourtant, c'est un arbre, c'est un ligneux. Ici aussi, où vous avez ce chêne palmaire qui se trouve en Californie également, dans les collines du Jurapa, il a survécu aux sécheresses. Les scientifiques, et c'est un de ceux qui travaillent dessus que vous voyez sur la photo, ont estimé, d'après leurs recherches, qu'il avait autour de 13 000 ans. Mais vous voyez que si vous passez à côté, est-ce que vous auriez dit que c'était un arbre? Or, il en a toutes les fonctions, mais pas la taille.
Et là encore, regardez cet arbre de milieu désertique. Je vous signale que cet individu est un résineux. Plus exactement, un gymnosperme, si je veux être dans la norme scientifique. Mais il a des cônes, mâles et femelles, comme les arbres, comme le pin, par exemple. Les cônes mâles sont tout petits, les cônes femelles, vous les connaissez sur le pin. Là, c'est pareil. Et il est dans le désert de Namibie. Alors, là, il est vraiment rabougri aussi, celui-là. Mais il vit. Et il vit grâce à son système racinaire qui va chercher l'eau dans la nappe phréatique en profondeur. Certains ont mesuré entre 2 et 3 mètres, d'autres sont même arrivés jusqu'à 5 mètres. Mais celui-là n'a que entre 2 et 3 mètres. Et vous voyez qu'il survit dans un milieu hyper désertique. Et il se reproduit. Cône mâle, cône femelle, cône mâle. Donc il y a forcément des semences. Et les semences, on les retrouve dans le sol. Et lorsque vous avez quelques gouttes de pluie, cela arrive quand même, eh bien, je peux vous assurer que j'ai vu ça dans le Grand Erg oriental. Vous avez une petite pluie, en 15 jours, ça germe, ça fleurit, ça fructifie et ça meurt. Une rapidité de cycle impressionnante. C'est adapté à des conditions extrêmement drastiques. Vous connaissez peut-être le dragonnier également, dont l'adaptation morphologique est intéressante parce que, ici, on est dans l'île de Socotra, vous voyez cette architecture. Elle est intéressante parce que vous avez une multitude de ramifications qui fait que lorsqu'il pleut, quand il pleut, l'eau, au lieu de couler tout droit le long du tronc, comme c'est le cas par exemple le long d'un hêtre chez nous, eh bien, l'eau va circuler à travers ce petit circuit de branchage presque tressé, de manière à permettre à l'humidité d'être sauvegardée. Et l'eau va se diriger progressivement le long du tronc pour arriver jusqu'au sol et permettre aux racines d'en profiter. C'est une morphologie d'adaptation à la sécheresse qui est assez exceptionnelle. De plus, le fait de ce couvert en forme de parasol quasiment fait que l'évaporation ou l'évapotranspiration de l'arbre est réduite. Et donc, cela lui permet de vivre. Mais remarquez la distribution spatiale. Il y a beaucoup d'espace d'un arbre entre les arbres, de manière à ce que chacun ait sa zone d'exploration pour l'eau et puisse survivre. S'il y a un petit qui se développe au pied de l'un d'entre eux, il ne survivra guère. Il faut que les graines soient emportées plus loin pour pouvoir donner à un autre individu. Et vous voyez, vous avez des tailles différentes ici sur cette photographie. Alors, il y a aussi une originalité, c'est le fameux arbre étrangleur. C'est une histoire incroyable. Vous avez un arbre, là c'est au Costa Rica. Les oiseaux transportent des graines, puisqu'ils s'en nourrissent, les granivores, d'arbre en arbre. Et ils en laissent tomber. Quand ils sont au sommet, ils en ont plein le bec, il y en a quelques-unes qui s'échappent. Elles vont être au sommet de l'arbre. Théoriquement, elles devraient se dessécher et mourir. Mais comme on est dans un milieu où il y a des précipitations importantes, ça va germer. Alors, comment ça va faire pour se nourrir? Il va d'abord utiliser l'eau et les sels minéraux qu'il y a dans l'eau de pluie. Il va développer un système racinaire qui va longer l'arbre hôte. Petit à petit, ces racines vont plonger dans le sol, vont à leur tour alimenter, vont créer une espèce de résille autour de l'arbre-tronc.
Et en grossissant, puisqu'elles arrivent au sol, elles sont parfaitement alimentées, elles vont grossir. Ça va faire une résille qui va étouffer l'arbre hôte. Et comme tout à l'heure, je vous ai montré que les zones d'alimentation étaient périphériques, sève montante et sève descendante, la compression va être telle que l'arbre ne pourra plus être alimenté, l'arbre hôte. Ce qui fait qu'il va dégénérer, il va finir par pourrir, et c'est la raison pour laquelle vous pouvez rentrer à l'intérieur, car l'hôte s'est complètement décomposé. Voilà, on l'appelle l'arbre étrangleur, puisque en fait, il ne peut vivre que s'il a un support hôte. Il faut que ce soit évidemment les graines de cet arbre. Pardon. Vous avez aussi des arbres extraordinaires comme l'eucalyptus. Alors, l'eucalyptus, comme je vous l'ai dit, toute sa zone, c'est l'Australie, la Tasmanie, les Philippines. On l'appelle l'arc-en-ciel. Vous comprenez pourquoi? Eh bien, il faut savoir qu'au fil de sa croissance, c'est un arbre qui se desquame par petites lames, comme des pelures d'oignon, si vous voulez. Et évidemment, selon le lambeau qui est tombé, soit il est tout récent, soit il est plus ancien. Il va changer de couleur, sous l'effet du soleil notamment, et donc petit à petit, il va y avoir toute une série de couleurs extraordinaires. Et vous avez ce résultat fabuleux, qui fait que c'est un arbre que beaucoup de paysagistes souhaitent implanter dans des régions méditerranéennes pour la beauté de ce tronc, parce que ce n'est pas toujours le cas que des troncs soient très attrayants. Eh bien, voilà, ce fameux eucalyptus arc-en-ciel. Alors celui-là, il est haut, 75 mètres, il n'a pas de problème pour sa définition. Et puis, vous connaissez ça, les faux de Verzy, ce qu'on appelle les arbres tire-bouchons. Ces faux de Verzy que l'on a en France, quelques-uns également ont lieu en Allemagne et en Suède, mais très peu, c'est en France qu'il y a le plus d'arbres tortillards. Eh bien, on ne sait pas encore aujourd'hui ce qui crée cette forme de branchage. Vous comprenez pourquoi la dénomination arbre tire-bouchon, on ne sait pas. Les faux de Verzy sont encore plus spectaculaires que les autres. Vous voyez combien vous avez une espèce de crispation dans le développement de la branche ou des rameaux qui fait que ça part d'un côté, puis ça va de l'autre, et puis ça repart, etc. Les scientifiques pensent qu'il y a probablement un problème de développement de bourgeons axillaires, mais pour l'instant, on ne sait pas. Certains avaient émis l'idée de virus qui pourrait donner cette forme particulière. Apparemment, ce n'est pas le cas. Et point d'interrogation. Il y a encore de la recherche à faire, c'est ça qui est bien. Donc, on les considère autour de 500 ans à peu près. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre les paramètres. Les plus grands, les plus gros ne sont pas les plus vieux. Ce n'est pas parce qu'ils ont telle forme que... Ce qu'il faut prendre en considération, c'est avant tout les conditions dans lesquelles vit l'arbre. Si en milieu sec, en milieu humide, en milieu chaud, en milieu froid, tout ça rentre en ligne de compte, plus le sol. Et puis, derrière, je n'aurai pas le temps de tout développer, mais il y a ce que l'homme en a fait. Parce qu'il y a des morphologies qui sont héritées de traitements forestiers. Alors, là aussi, il y a un aspect sociétal qui rentre en ligne de compte. L'arbre a été souvent un symbole. Et ici, dans une tapisserie du XVIe siècle, vous avez l'abattage d'un chêne, parce que les chênes ont été très souvent considérés comme des lieux de culte pour un certain nombre de rites païens. Et donc, au moment de la chrétienté ou du développement du christianisme, on considérait qu'il fallait éradiquer ces arbres. Et là, vous avez sur cette tapisserie l'abattage d'un arbre
d'un chêne pour montrer que l'on abat les rites païens. Mais ça n'empêche pas la coutume de subsister. Vous avez ici, bon, certes, en Californie, on continue à adorer un certain nombre d'arbres, mais en Bretagne, vous avez encore toute une série d'arbres au pied desquels on dépose, par exemple, des chaussures. Pourquoi des chaussures? Parce qu'il y avait des maladies liées aux pieds, des pieds mal formés, des pieds beaux, etc. Et pour essayer de retrouver une morphologie normale, je dirais, eh bien, on mettait ces chaussures aux pieds, comme on mettait les chaussures au pied du sapin, quoi, en espérant que miracle se produise. Et ceci est perpétué. Alors, bien évidemment, les gens ne croient plus au fait que leur pied redeviendra normal, mais c'est une question de culture et on permet d'avoir ce signe de culture ancienne. Le symbole de la justice, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire ce qu'il représente avec Saint-Louis, de même que ce magnifique chêne anglais qui est le Major Oak. Vous connaissez tous la légende, hein, ce fameux Robin des Bois, et vous voyez qu'il est identifié comme un individu muséal, hein, puisqu'il a sa plaque, hein, et on peut le visiter sans oser trop venir auprès, car vous voyez combien il est soutenu dans la mesure où il a des branches extrêmement fragiles. Et puis, vous avez des chênes souvenirs, des chênes de mémoire. Vous avez ici, en forêt de Fontainebleau, un arbre qui a été planté en souvenir de la guerre de 14-18, en souvenir des forestiers qui sont morts pour cette guerre. Et là, vous voyez le plein bleu d'arbres remarquables et il a sa pancarte à côté, même si certains font des graffitis dessus. Et puis, on a sanctifié les arbres. On a transformé, comme en Normandie, en Haute-Normandie, au Pays de Caux, ces arbres, on les a transformés en chapelles. Il y a même des arbres qu'on a transformés en restaurants. Mais là, vous avez 2 chapelles superposées, hein, et on peut considérer que l'arbre a entre 800 et 1200. Bon, ça, on ne peut pas aller plus loin. Mais il y a encore des dévotions. Dans certaines forêts de hêtres, vous avez toute une série de petites statuettes qui sont superposées et où on vient se recueillir. Alors, il y a des arbres qui ont aussi une légende parce que certains prêtres, pendant les guerres de religion, ont été abattus auprès d'arbres dans la mesure où ils venaient dire la messe au pied de ces arbres pour ne pas être repérés et ils étaient parfois abattus par dénonciation ou parce qu'ils avaient été retrouvés. Vous avez le fameux arbre de mai, qui est devenu l'arbre de la liberté. Alors, parce que l'arbre de mai, en fait, était une sorte de privilège lorsqu'on remettait un arbre de mai à quelqu'un, dans la mesure où il avait un droit d'usage dans la forêt, il avait le droit de collecter, il avait le droit d'avoir un petit arbre à lui, etc. Et comme c'était la forêt un symbole, je dirais, aristocratique ou royal, eh bien, la Révolution s'en est emparée et on a fait l'arbre de la liberté pour permettre à un certain nombre de paysans d'avoir le droit de collecter du bois. Mais on a aussi donné un symbole à certains arbres, comme le saule pleureur. On appelait ça les arbres d'affliction, c'est-à-dire ceux que l'on pouvait mettre dans certains cimetières qui traduisaient la tristesse de l'homme. Alors, comment conserver ce patrimoine? Parce qu'aujourd'hui, on dit mais on ne peut pas se permettre de laisser mourir ces arbres. Il faut les garder, il faut qu'ils soient muséifiés en quelque sorte. Alors voilà, vous avez quelques exemples
Dans le Haut-Rhin, par exemple, ce tilleul a été bétonné, ou bien celui-ci a eu des plaques métalliques. Hein. En fait, on leur fait une opération. Hein. Voilà, on les cloue, on leur met des plaques. On les béquille, mais cette fois, ce ne sont pas des béquilles naturelles. C'est l'homme qui met les béquilles pour maintenir les branches. Hein. Et vous voyez, par exemple, ce marronnier au sud d'Hambourg, qui a une superficie de 700 mètres carrés. Regardez la morphologie qu'il a, mais là, on est obligé de le béquiller parce que tout casserait. Et puis, il y a cette aventure. Il y avait dans le désert de Ténéré un arbre isolé, c'était un acacia, et un chauffeur qui avait peut-être un peu trop abusé de l'alcool, a dévié de la piste et rentré dans l'arbre et l'a cassé. Et le symbole a été de lui faire une statue en métal que l'on a mis à l'intérieur d'un fort et transporté ici pour symboliser le fait qu'il y avait un arbre de Ténéré dans cette zone extrêmement désertique. Et vous avez la photo ici de l'arbre lorsqu'il était sur pied. Comment les conserver? Les arboretums à travers la planète se développent. Les arboretums se développent de deux façons. D'une part, pour avoir des exemplaires. En général, dans les arboretums, c'est classé en fonction des continents, mais également des banques de semences. On récupère des semences pour pouvoir éventuellement reconstituer des massifs forestiers ou des petits bosquets, ou tout du moins permettre à des espèces de subsister. Actuellement, on considère que au Royaume-Uni, qui sont très très forts dans ce domaine, hein, ils ont une très très belle banque de semences, ils ont autour de 24 000 espèces. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, mais c'est mieux que rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion après ce petit tour? L'arbre est tellement important dans notre vie et tellement présent que pour certains, il est quasi mortel ou voire éternel. Il apparaît comme tel. Il faut le sauvegarder à tout prix. On refuse parfois de voir que c'est un être vivant, un organisme vivant. C'est biologiquement, ça naît, ça se développe, ça pousse, ça grandit, ça vieillit et malheureusement, ça meurt. Alors, quelle conservation pouvons-nous utiliser, hormis ce que je vous ai dit, les arboretums et les banques de semences? Peut-être que les artistes nous aident à immortaliser ces arbres. Et la peinture, la littérature peuvent nous aider. Vous avez ici un dessin à la sanguine qui vous représente un chêne qui n'existe plus. Cet arbre a été croqué, si je puis dire, aux alentours de 1650. Il n'existe plus et pourtant le dessin est toujours là. De même, aujourd'hui, en forêt de Fontainebleau, vous avez le fameux Baumeer qui a été peint par Claude Monet, qui aujourd'hui est en très très mauvais état. Et quand Victor Hugo est venu visiter cette forêt de Fontainebleau, il a écrit cette magnifique phrase: « Un arbre est un édifice, une forêt, une cité. Entre toutes, la forêt de Fontainebleau est un monument. » Et puis, vous avez des arbres historiques. Vous avez ici l'arbre de Goethe, qui s'est trouvé lors de la Seconde Guerre mondiale dans le camp de Buchenwald. Et c'était pour les prisonniers enfermés dans ce camp une idée de renaissance à chaque printemps. Et ils ont fait ce dessin, l'arbre de Goethe, que vous voyez ici, qui a été classé d'ailleurs. Et malheureusement, il a été
détruit lors des bombardements en 1944. Mais grâce à ce tableau, grâce à ce dessin des prisonniers, et aujourd'hui, il reste juste cette souche qui est quasi, j'allais dire, figée à jamais, on a quand même le souvenir de cet arbre de Goethe, et qui, d'une certaine manière, immortalise à la fois la beauté d'un arbre et la souffrance des hommes. Merci.